Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du Jane Austen. Il est là enfin! Et on va parler ensemble d'un sujet probablement fort attendu, orgueil et préjugés. L'objectif de ce podcast, c'est de vous donner toutes les clés de compréhension pour apprécier à leur juste valeur les romans d'Austen. Et c'est pourquoi j'ai choisi d'aborder un thème absolument central dans Orgueil et préjugés, les classes sociales. Deuxième roman de notre autrice, Orgueil et préjugés rencontre un succès modéré lorsqu'il est publié en 1813, alors anonymement. Aujourd'hui, c'est son roman le plus connu et le plus adapté, et c'est probablement la porte d'entrée vers tous les romans de Jane Austen et tout son univers, de beaucoup, moi y compris, comme je vous en parlais dans le premier épisode, parce que ça rassemble beaucoup par son aspect romantique. D'aucuns pensent qu'il a créé le concept, repris souvent aujourd'hui, d'enemies to lovers. C'est ce qu'on appelle un trope en anglais. C'est-à-dire que c'est un schéma narratif qui revient souvent. Et on considère parfois que Orgueil et préjugés est le enemies to lovers, donc des ennemis à des amants, littéralement. Mais en fait, c'est un schéma narratif qui veut que deux personnages qui au début ne s'aiment pas finissent par s'aimer à la fin d'un roman ou d'une œuvre. Et on considère parfois que Orgueil et préjugés a beaucoup inspiré ce type d'œuvre. Une seconde raison pour laquelle Orgueil et préjugés plaît beaucoup, c'est son traitement très moderne des personnages, notamment Elisabeth, qui est très mordante et drôle, et Mr. Darcy, qui est un exemple de remise en question. C'est donc un roman accessible à chacun aujourd'hui. Il est distrayant, drôle et léger. Et même s'il rentre dans la catégorie des livres qu'on appelle souvent des classiques, vous ne voyez pas les guillemets, mais il y en a, il est finalement assez léger pour qu'on puisse le lire en roman de plage. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes le lisent et ne liraient jamais beaucoup d'autres classiques. Mais Orgueil et préjugés est un roman tout à fait ancré dans son époque pour autant. Et il est compliqué de comprendre complètement ce roman sans comprendre son analyse des classes sociales de l'époque que Jane Austen nous offre et de voir ce qu'elle a à en dire, notamment ce qu'elle a à dire sur l'orgueil associé à certains rôles sociaux ou bien les préjugés qu'on peut porter sur ceux qui appartiennent à une couche différente de la nôtre. Orgueil et préjugés est donc un roman qui parle avant tout de classe. Toute l'intrigue tourne autour de ça en vérité. L'histoire d'amour entre Lizzie et Darcy aurait eu lieu beaucoup plus vite s'ils n'étaient pas séparés par des fossés de différence de fortune, de statut et de bienséance. De plus, la personnalité des deux est fortement influencée par leur classe sociale. La raison pour laquelle ils ne matchent pas au début vient aussi surtout de la classe sociale de Mr. Darcy, qui lui confère une grande vanité et un grand orgueil, qui est la raison pour laquelle Lizzie ne peut pas le supporter au début. Le roman commence par cette phrase. C'est une vérité universellement reconnue qu'un célibataire pourvu d'une belle fortune doit avoir envie de se marier. D'une part, c'est une blague, parce que, en réalité, on se projette là dans l'esprit de Mrs. Bennet et de beaucoup de femmes de l'époque, mais c'est aussi une clé de compréhension de tout le roman, en réalité. Et je vais essayer d'analyser pourquoi dans ce podcast. Tout d'abord, définition ce qu'est une classe sociale. C'est un groupe social pris dans une hiérarchie sociale de fait et non de droit. C'est-à-dire qu'on constate que cette hiérarchie sociale existe, mais qu'elle n'est pas instigée par des lois, par des règles, etc. Par exemple, les castes dans Divergente ou les castes en Inde, encore il y a quelques années. Donc, c'est-à-dire qu'une classe sociale, c'est un groupe défini par son placement par rapport aux autres groupes dans une société donnée. On considère que les classes sociales sont fonction du mode de distribution des revenus et du patrimoine, mais également d'ordre social, c'est-à-dire le prestige d'une personne ou d'une famille, et d'ordre politique, c'est-à-dire est-ce que cette personne ou cette famille possède une influence importante dans le contrôle de l'État. Mais actuellement,
ces distinctions sont relativement subtiles et nos sociétés sont plus hétérogènes. C'est-à-dire que ça existe toujours, les classes sociales évidemment, mais que ton meilleur ami, ça peut être quelqu'un qui vient d'une classe sociale, qui a des origines sociales complètement différentes des tiennes, et c'est pas quelque chose d'absolument nécessaire à savoir sur quelqu'un quand on le rencontre. Mais à l'époque de Jane Austen, c'est-à-dire fin du XVIIIe siècle, début du XIXe, les strates de la société étaient plus explicites et constituaient une information capitale pour expliquer l'attitude générale envers une personne. Et ce qui distingue la vision de l'époque, donc de la Régence anglaise avec celle de notre ère, c'est que c'est tout autant l'extraction qui importe que le standing personnel. C'est-à-dire que la place de sa famille définit entièrement la place, sa propre place, la place d'une personne dans la hiérarchie sociale. Mais alors, pourquoi est-ce que je dis que Orgueil et préjugés parle de classe sociale ? Parce que là, pour l'instant, je parle d'histoire de standing personnel, d'importance de l'économie. Donc tout ça, on en parle dans les romans de Jane Austen, mais c'est vrai que quand on lit Orgueil et préjugés, on a quand même surtout l'impression que ce sont des histoires personnelles, de gens qui tombent amoureux, de gens qui s'aiment pas, des histoires d'héritage, etc. Mais en fait, toute la clé de la compréhension de ce roman, elle vient du fait qu'à l'époque, la seule façon pour une personne de changer de classe sociale, c'est par le mariage. Ça a un rapport avec ce que j'expliquais juste avant, le fait que c'est la place de sa famille qui définit entièrement la place d'une personne dans la hiérarchie sociale. Et bien c'est exactement ça, la personne dans la famille de laquelle on va rentrer, c'est-à-dire son époux ou son épouse, va définir notre propre importance dans la société. En première partie de cet épisode, je vais d'abord présenter les classes sociales de chaque personnage pour qu'on ait un peu une idée générale. Puis je vais expliquer en quoi est-ce que ces classes ont une influence sur la personnalité de ces personnes et les interactions les unes avec les autres. Et pour finir, j'expliquerai en quoi est-ce que les classes sociales ont une influence fondamentale sur tout le récit dans Orgueil et préjugés. Je vais commencer avec les Bingley parce que ce sont les premiers sur lesquels on a une idée de la classe sociale. On sait que Mr. Bingley gagne 5,000 a year, donc 5,000 pounds de l'époque par an, ce qui représente à peu près, j'ai trouvé 1000 informations différentes, mais en gros c'est un millionnaire, il gagne 5 millions d'euros par an si vous voulez, donc ça va, plutôt en termes économiques, il est tranquille. Mais ce qui est intéressant, c'est de remarquer que Mr. Bingley ne possède pas son propre domaine. Donc, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie intégrante de cette classe qu'on appelle la gentry, qui est une classe qui possède des terres et qui vit des rentiers, en gros, de ces terres et de ses possessions diverses et variées, et qui n'ont pas à travailler pour vivre une vie de luxe, etc. Sauf que Mr. Bingley ne possède pas sa propre terre, ne possède pas son propre domaine, peut-être qu'il a des champs à droite à gauche, on n'en sait rien, mais on apprend au début du livre que sa fortune lui vient du commerce. Et ça fait de lui une personne qui fait partie de la classe des commerçants, qui est donc juste en dessous de celle de la gentry, qui est au demeurant plutôt également confortable et pas mal regardé dans la société, mais c'est juste que bon, on mélange pas les torchons avec les serviettes, donc la gentry et les commerçants, voilà, ils vont éventuellement qui prendre le café chez l'un, qui être papoter l'un avec l'autre, mais pour se marier ensemble, c'est quand même sortir de sa classe que de se marier avec, quand on est commerçant, avec quelqu'un de la gentry, etc. Ce qui est intéressant néanmoins à noter, c'est que c'est le père de Mr. Bingley, donc probablement déjà Mr. Bingley, mais Mr. Bingley père, qui avait fait fortune, peut-être même son grand-père, on ne sait pas exactement, mais Mr. Bingley lui-même, c'est pas lui qui a fait fortune, il est né riche, il est né, finalement, il a toujours vécu comme un membre de la gentry, il a jamais eu à travailler, il a juste géré un peu la fortune familiale, quoi. Et
ce passage de génération, le fait que lui n'ait jamais eu besoin de travailler, fait de lui quelqu'un de tout de même respectable aux yeux de la gentry, et d'ailleurs son meilleur ami est Mr. Darcy, mais c'est pas non plus quelqu'un qui est vraiment considéré de la haute société. Et il mentionne à de nombreuses reprises, et on mentionne notamment, Jane Austen mentionne notamment que c'est le grand rêve de Miss Bingley, que Mr. Bingley, donc Miss Bingley, la sœur de Mr. Bingley, que Mr. Bingley achète un domaine, parce que une fois qu'ils seraient possesseurs de leur domaine, ça veut dire que leurs enfants, petits-enfants, etc., tout le monde et eux-mêmes par la même occasion, accéderaient à ce statut de la gentry. J'en parlais à l'instant de Mr. Darcy. Mr. Darcy fait également partie de la gentry. Il s'appelle Mr. Donc si quelqu'un s'appelle Mr. ou Mrs., ils font forcément partie de la gentry ou des classes en dessous, mais ils ne font pas partie de l'aristocratie. S'ils faisaient partie de l'aristocratie, on va en parler un peu avec d'autres personnages plus tard. Ils s'appelleraient Lord, Sir ou Lady pour les femmes. Nom de famille ou prénom, bref, tout ça c'est un peu compliqué, mais Mr. Darcy fait partie de la gentry, de la haute gentry, parce qu'on sait qu'il possède la moitié du Derbyshire. Pour vous donner une idée, c'est à peu près toute la Champagne-Ardenne, quoi. Je dis ça pas du tout parce que je viens de la Champagne-Ardenne, mais imaginez un gars, il possède toute la Champagne-Ardenne. Bref, c'est pas mal quand même. Mr. Darcy n'est donc pas à plaindre quant à sa position dans la société, mais il ne fait pas partie de l'aristocratie. Et Elizabeth Bennet le mentionne d'ailleurs à un moment, que Mr. Darcy est un gentleman, et que elle, c'est la fille d'un gentleman, et donc ils font partie de la même classe, ce qui est tout à fait vrai, parce que les Bennet font également partie de la gentry. Ce qui rend les Bennet un petit peu en dessous, ce sont donc les trois dimensions, je veux dire dans l'ordre social, ce sont les trois dimensions dont je parlais tout à l'heure, qui constituent les classes sociales. Donc il y a l'aspect prestige, l'aspect politique et l'aspect monétaire, financier, combien d'argent tu as, quoi. En termes de prestige, ils sont équivalents parce qu'ils font Mr. Darcy et les Bennet font tous les deux partie de la gentry. En termes politiques, on suppose, en tant que membre de la gentry, qu'ils n'ont pas d'influence politique, peut-être un petit peu personnellement, mais voilà, a priori non, donc ils sont aussi à égalité. Mais la troisième dimension qui importe ici, c'est l'aspect financier, qui fait que Mr. Darcy est considéré comme étant pas tout à fait tout de même du même milieu social que les Bennet. Mais pour revenir à Mr. Darcy, on sait néanmoins que, bien que faisant partie de la gentry, il a des ascendances aristocratiques, parce que sa tante, qui est donc la sœur de sa mère, on le comprend à certains moments, etc., sa tante s'appelle Lady Catherine de Bourgh, Catherine de Bourg, si vous préférez. Petit fun fact, voilà, dans l'aristocratie britannique, si on vous appelle Lady puis nom de famille, par exemple Lady Aston, je sais pas, ça veut dire que vous vous êtes marié avec un lord, vous vous êtes marié avec un duc, un comte, que sais-je. Si on vous appelle Lady Mathilde, par exemple, c'est mon prénom, Mathilde, si on vous appelle Lady Mathilde Sarrazin, ça veut dire que votre père était un lord. Par conséquent, on peut supposer, voire même c'est pas vraiment une supposition, on peut comprendre que la mère de Mr. Darcy faisait partie de l'aristocratie et qu'elle s'est mariée avec un Mr. Darcy qui faisait partie de la gentry. Mais c'est pas non plus un énorme gap entre les deux parce qu'il était très riche. On sait pas exactement à quel point est-ce que la mère de Mr. Darcy était riche, mais voilà, il y avait un petit gap, mais c'est pas non plus une grande différence. Donc Mr. Darcy fait partie de la gentry, mais a des origines quand même très très hautes quand on compare aux Bennet. Et les Bennet, justement, c'est tout l'inverse. Ils font partie de la gentry. Elisabeth, voilà, je vais toujours reciter le même moment, mais Elisabeth dit que she's a gentleman's daughter, c'est la fille d'un gentleman. Mais
sa mère a un frère qui est un commerçant. Et je parlais à l'instant de cette classe des commerçants qui est considérée comme étant en dessous de la gentry. Et pour le coup, je parlais entre la haute gentry et l'aristocratie qui a un petit gap, un petit fossé entre les commerçants et la gentry, qui en a un très grand, parce que là, on considère que vu que ce sont des gens qui travaillent, ils perdent de leur prestige, ils ne peuvent pas du tout avoir les mêmes passe-temps, ils sont beaucoup moins éduqués, etc. etc. Voilà, je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails, mais pour le coup, entre les commerçants et la gentry, il y a quand même un assez gros fossé. Et Lady Catherine de Bourgh, à un moment, le dit d'ailleurs que... et Miss Bingley et Mrs. Hurst le mentionnent également assez souvent que elle a un oncle, donc Mr. Phillips est avocat et magistrat, donc il travaille, donc c'est quand même une profession assez stylée, mais c'est pas non plus, il fait pas partie de la gentry. Et Mr. Gardiner, qui est donc l'oncle qu'on voit souvent, Mrs. Gardiner, qui est la grande amie de Elizabeth, ceux avec qui ils partent dans le Derbyshire, etc. Donc Mr. Gardiner, c'est un commerçant. Il vit à Cheap Street, comme on appelle. C'est un lieu commerçant assez proche des lieux de la bourse. Enfin voilà, ce sont des gens qui sont tout de même très riches selon nos critères, selon des critères extérieurs, mais ce sont des gens qui travaillent et par conséquent sont beaucoup moins respectables aux yeux de Miss Bingley, Mrs. Hurst, Lady Catherine de Bourgh, etc. Les Bennet, donc, sont théoriquement de la gentry, mais une autre sous-partie de la gentry, si vous voulez. D'autant que, d'un point de vue financier, ils n'ont pas du tout les mêmes moyens que Mr. Darcy, qui donc gagne 10 000 pounds par an. C'est approximatif, mais lui, il les gagne par l'usufruit de sa terre qu'il possède, tout comme les Bennet. Mais c'est au final les Bennet qui gagnent à peu près 1000 pounds par an, gagnent un dixième de ce que gagne Mr. Darcy. Après, évidemment, tout ça c'est quand même beaucoup d'argent parce que rappelons qu'ils n'ont pas besoin de travailler pour s'entretenir, pour s'acheter des robes, pour vivre la belle vie finalement. Mais de ce point de vue-là, voilà, moi je suis pas là du tout pour dire que les Bennet sont pauvres, pas du tout. Mais il y a quand même une dimension importante à prendre en compte, qui est que après la mort de Mr. Bennet, ses filles ne vont pas du tout hériter, ni les maris de ses filles d'ailleurs ne vont pas du tout hériter du domaine, et que le domaine va revenir à Mr. Collins, qui est donc le cousin des filles Bennet, Elizabeth, Jane, etc. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un entailment. Il n'y a pas de traduction pour entailment, j'ai cherché dans les traductions françaises, etc. Ils font une paraphrase, mais c'est le fait de ne permettre qu'à la lignée masculine directe d'hériter d'un domaine familial. C'est-à-dire que si Mr. et Mrs. Bennet avaient eu un garçon, ce garçon aurait hérité du domaine et de toutes ses possessions associées, mais que les maris de ses filles ne peuvent pas en hériter, ni les fils de ses filles, etc. Vous avez compris, la lignée masculine directe. Donc les sœurs Bennet, ou même Mrs. Bennet, n'auront aucun droit sur Longbourn à la mort de Mr. Bennet. Elles hériteront seulement l'argent de leur mère, ce qui représente une fortune de 5 000 pounds, ce qui n'est pas mal, donc 1 000 pounds chacune. Donc leur seul moyen pour elles de survivre, c'est de se marier pour vivre aux dépens de leur mari. Et elles ne sont pas des parties très intéressantes. Comme je parlais tout à l'heure, elles ne font pas partie du très haut de la gentry. Elles ont du coup pas une grande dot, c'est-à-dire que la dot c'est la possession que la femme rapporte à son mari une fois mariée. Je ne vais pas faire de commentaires sur l'absence d'indépendance des femmes, le féminisme, etc. On n'est pas là pour ça. Mais du coup, ce ne sont pas des bons partis. C'est d'ailleurs pour ça que Mrs. Bennet est absolument obsédée à l'idée de marier ses filles, parce que c'est nécessaire à leur survie à elle, peut-être à sa survie à elle, à Mrs. Bennet aussi, une fois que son mari sera décédé.
Et c'est pour ça aussi qu'elle est obsédée à l'idée que ses filles soient belles, soient bien vues, soient bien mariées, etc. Parce qu'il y a un grand stress en fait associé à ça. Vous imaginez, une fois que votre père est mort, et ben bonne chance. Les femmes à l'époque de cette catégorie de la société, de cette classe sociale-là, elles avaient pas vraiment d'autre choix que de vivre au crochet des hommes ou bien de devenir gouvernante, ce qui, si vous avez lu Jane Eyre, est vraiment pire, la pire carrière qu'on puisse faire, à mon humble avis. On, se fait, on perd complètement sa liberté et on est pauvre toute sa vie. Donc c'est pour ça que le mariage est quand même très important. Je ne suis pas là pour faire une grande défense de Mrs. Bennet parce que Dieu sait que j'ai beaucoup de mal avec elle, mais c'est pas complètement absurde de sa part de vouloir absolument marier ses filles. Pour finir, parce que je ne vais pas faire l'intégralité des personnages de ce livre, mais je vais parler des personnages qui font partie de l'aristocratie. Ils sont rares, mais ils peuvent être précieux pour donner de la consistance au récit, pour avoir une conscience, en gros, de l'échelle sur laquelle on joue. On va de tout en bas, les domestiques et les paysans dont Jane Austen ne donne même pas les noms, on a à peine conscience qu'ils existent, à tout en haut, donc on a Lady Catherine de Bourgh, dont je parlais à l'instant, qui est donc la fille d'un lord, mariée également à un lord, parce que sinon on l'appellerait juste Lady Catherine, donc de Bourgh, ça veut dire que son mari était également un lord, je crois qu'on sait que c'est un comte, mais bref, vous irez vérifier vous-même les informations. Oui, c'est censé être mon job, mais c'est pas très grave. Et en plus, elle est très très riche, on le voit à la manière dont elle se comporte avec les autres, le fait qu'elle a une énorme maison, enfin voilà, tout ça. D'autres membres de l'aristocratie, qui sont d'ailleurs les seuls autres membres de l'aristocratie qu'on voit, ce sont Sir and Lady Lucas. Ce qui est intéressant, c'est que Sir Lucas, c'est pas un Lord Lucas, c'est différent. C'est un chevalier, c'est-à-dire qu'il a été fait chevalier de par ses bonnes actions pour la couronne. On ne sait pas du tout quoi, mais on sait notamment que il est déjà allé à la cour à Londres, donc probablement pour recevoir ses titres de chevalerie. Mais le titre de chevalerie n'est pas transmissible, c'est-à-dire que lui c'est un aristocrate, sa femme aussi est une Lady Lucas. D'ailleurs, vous remarquez qu'on ne donne pas son prénom, c'est pas Lady, je sais pas, Marie Lucas, même si on ne connaît pas le prénom de Lady Lucas, mais voilà, parce qu'elle n'est pas la fille d'un noble. Mais leurs enfants, donc notamment on connaît Charlotte Lucas, elle ne sera pas Lady Charlotte ou Lady Charlotte Lucas, parce que ce n'est pas transmissible. Également, ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'ils sont relativement pauvres. On le sait de la part de Charlotte Lucas, on le sait du fait que ils sont tous un peu stressés chez les Lucas à l'idée de bien marier leur fille, etc. Ils ne vivent pas dans l'abondance. Encore une fois, c'est pas dégueu quoi leur conditions de vie, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas des Mr. Darcy, c'est pas des Lady Catherine de Bourgh. Et c'est dur d'imaginer ces classes aujourd'hui de haut dans la société, bien remarquées, bien établis, étant considérés comme des gens voilà, dans les hautes classes sociales, mais qui sont relativement pauvres. Relativement, encore une fois, mais il pouvait très 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 bien y avoir des marchands bien bien plus riches que des membres de l'aristocratie, que des membres de la gentry, notamment parce que les membres de la gentry et de l'aristocratie ne pouvaient pas travailler, sinon ils perdaient leur statut de membres de la gentry et de l'aristocratie. Parce que leur père ne les regarderait plus comme il les regardait avant. Et donc, à l'époque, l'argent ne fait pas la classe, c'est même relativement accessoire, quoi, dans la classe. Et c'est donc dégradant pour les rentiers de travailler. Et on le voit très bien à la considération de certains personnages, donc je parlais de Miss Bingley tout à l'heure, envers les personnes qui travaillent. Et c'est d'ailleurs de ça dont on va parler maintenant. On va parler de la nature des relations entre les personnages à cause de leur classe sociale. Laissez-moi vous lire un extrait du chapitre 8 d'Orgueil et préjugés. Il s'agit d'un dialogue entre les deux sœurs de Mr. Bingley, Miss Bingley et Mrs. Hurst.
J'ai beaucoup de sympathie pour Jane Bennet, qui est vraiment charmante, et je souhaite de tout cœur lui voir faire un joli mariage. Mais avec une famille comme la sienne, je crains bien qu'elle n'ait point cette chance. Il me semble vous avoir entendu dire qu'elle avait un oncle avoué à Meryton ? Oui, et un autre à Londres, qui habite quelque part du côté de Cheapside. Quartier des plus élégants, ajouta sa sœur. Et toutes deux se mirent à rire aux éclats. Et quand elles auraient des oncles à en remplir Cheapside, s'écria Bingley, ce n'est pas cela qui les rendrait moins aimables. Oui, mais cela diminuerait singulièrement leur chance de se marier dans la bonne société, répliqua Darcy. Il est très intéressant de voir le comportement de Miss Bingley et Mrs. Hurst envers des personnes qui finalement sont issues du même milieu qu'elles. Mais on connaît ça dans nos sociétés aussi actuelles, le fait de critiquer quelqu'un qui est à peu près dans la même situation que nous pour que nous, on se sente supérieur à elle. Et ben, c'est exactement ce qui se passe avec Miss Bingley et Mrs. Hurst ici, sachant qu'elles-mêmes viennent d'une famille de commerçants et donc, comme les Bennet, qui peut-être vivaient du côté de Cheapside, qui est, comme j'expliquais tout à l'heure, le coin commerçant de Londres, et n'ont pas forcément de grandes racines dans l'aristocratie, je ne sais quoi. Il est également très ironique, mais encore ça, c'est quelque chose... Il faut savoir lire entre les lignes, bien analyser Orgueil et Préjugés pour le remarquer, et c'est pour ça que je voulais faire cet épisode. Il est très ironique que Miss Bingley considère qu'elle a toutes ses chances avec Mr. Darcy, qu'elle a envie de caser son frère Mr. Bingley avec la sœur de Mr. Darcy, Georgiana Darcy, et qu'elle considère que voilà, ce serait un excellent mariage, que les deux seraient des excellents mariages, sauf qu'elle-même, je me permets de le rappeler une énième fois, vient d'un milieu qui n'est pas celui de la gentry. Son frère, qui est donc l'homme qui définit sa classe sociale à elle, son frère donc ne fait pas partie de la gentry, n'a pas de domaine, etc. Et c'est vraiment quelque chose de se sentir supérieur aux autres parce qu'elle, elle considère qu'elle a des meilleures manières, des meilleures relations, une meilleure éducation, etc. Et c'est vrai qu'on aurait du mal à dire que Miss Bingley a une moins bonne éducation que par exemple une Lydia Bennet, qui est la sœur la plus jeune d'Elisabeth et qui est une pure peste et très sotte la plupart du temps, à mon humble avis. Voilà, vous avez le droit d'avoir votre propre avis sur Lydia Bennet. Donc on remarque quand même cet écart d'éducation, mais on peut aussi mettre cette très haute éducation et cette vision très hautaine des autres sur une surcompensation de leur propre classe sociale. C'est d'ailleurs très intéressant de voir au chapitre suivant, donc au chapitre 9, ce dialogue entre Miss Bingley et Mr. Darcy. « Je suis surprise, dit Miss Bingley, que mon père ait laissé si peu de livres. Mais vous, Mr. Darcy, quelle merveilleuse bibliothèque vous avez à Pemberley. Rien d'étonnant à cela, répondit-il, car elle est l'œuvre de plusieurs générations. Et vous-même travaillez encore à l'enrichir. Vous êtes toujours en train d'acheter des livres. » Et c'est très intéressant de voir le fait qu'il appuie peut-être pour rappeler à Miss Bingley sa place et rappeler le fait que elle n'arrête pas d'enfoncer Elizabeth Bennet. Lui, il a un crush sur Elizabeth Bennet, donc c'est pour ça qu'il a envie de la défendre, mais il rappelle à Miss Bingley qu'elle n'a pas hérité d'une bibliothèque intergénérationnelle, ni d'un domaine, ni d'un prestige que finalement Elizabeth Bennet a, et on se rend bien compte d'ailleurs que Elizabeth lit beaucoup, en tout cas relativement pas mal, c'est pas mal de choses sur pas mal de choses, que son père à Elizabeth Bennet est très très éduqué, alors que Miss Bingley c'est plutôt spécialisé dans les bonnes manières, dans le fait de bien savoir danser, et pas trop dans un aspect intellectuel. Et un petit peu plus tard, au sein de ce même chapitre, on a ce dialogue très connu sur la définition que Miss Bingley, Mr. Darcy ont, ainsi que Elizabeth, mais Elizabeth a une vision plutôt opposée d'une femme accomplie. Et Mr. Darcy et Miss Bingley mettent beaucoup de choses
dans cette catégorie de femme accomplie. Donc il faut qu'elle ait une connaissance approfondie de la musique, du chant, de la danse, des langues étrangères, mais il faut encore qu'elle ait dans l'air, la démarche, le son de la voix, la manière de s'exprimer, un certain quelque chose, faute de quoi ce qualificatif ne serait qu'à demi mérité. Et ça, c'est Miss Bingley qui le dit, donc on voit ce sur quoi ce qui importe pour elle et qui fait la classe sociale, tandis que Mr. Darcy, lui, ne mentionnait que le fait de lire et le fait de s'y connaître dans les arts, etc. Et c'est intéressant de voir que Miss Bingley, en pensant appuyer le point de Mr. Darcy, dit en fait des choses complètement différentes, et elle défend et exprime sa manière de voir ce que c'est que la bonne éducation. Et c'est très drôle parce que dans cette même page, on a Miss Bingley qui dit « Elizabeth Bennet et de ces jeunes filles qui cherchent à se faire valoir auprès de l'autre sexe en dénigrant le leur, et je crois que beaucoup d'hommes s'y laissent prendre, mais c'est à mon avis un artifice bien méprisable. » Et c'est très très drôle, enfin, c'est une manière qu'a Jane Austen de montrer qui sont ces personnages, c'est de les rendre un peu, oui, complètement même aveugles à leurs propres défauts, et à les voir avant tout chez les autres. Parce que là, Miss Bingley décrit qui elle est, elle, et pas du tout qui est Elizabeth Bennet. On a donc là les bases, en gros, selon lesquelles Miss Bingley interagit avec toute la société de Meryton, donc toutes les familles autour de chez les Bennet, donc les Bennet, les Lucas, tous les gens qui vont inviter à leur bal à Netherfield, etc. On voit un peu comment elle considère ces gens, et ça explique aussi pourquoi est-ce qu'elle va faire tout ce qui est en son pouvoir, avec la complicité de Mr. Darcy bien sûr, pour mettre fin à cette alliance. Et Mr. Darcy d'ailleurs explique il explique à Elizabeth Bennet après sa première demande en mariage, etc., vous vous en souvenez, que lui, la raison principale pour laquelle il n'était pas hyper chaud pour le mariage entre Mr. Bingley et Jane Bennet, c'est surtout que lui considérait que Jane Bennet n'était pas vraiment intéressée par Mr. Bingley, et peut-être plus poussée par sa famille, intéressée par l'argent, mais bon, en vrai, je pense pas qu'il considère que ce soit une femme vénale, mais je pense juste qu'elle s'est dit, allez, bon, let's go, me marier avec lui. Et Mr. Darcy, lui, il veut défendre son meilleur ami contre un mariage potentiellement malheureux. Pour moi, je le prends vraiment, Mr. Darcy, il ne considérait pas l'écart d'éducation et de classe entre les Bennet et les Bingley comme suffisant pour empêcher un mariage entre eux. Alors, bien que Miss Bingley, ce soit le principal argument, et le fait qu'elle aimerait bien que son frère se marie avec Georgiana Darcy, clairement, on n'a pas du tout la même vision entre Mr. Darcy et Miss Bingley de la classe sociale à laquelle appartiennent les Bingley. Et c'est très intéressant d'ailleurs de voir qu'il y a ce point de vue extérieur et un peu supérieur d'un point de vue simplement hiérarchie sociale de Mr. Darcy, qui considère qu'en fait les Bingley et les Bennet sont quasiment à égalité, parce qu'il y en a un, les Bingley ils ont moins de prestige mais plus d'argent, et les Bennet ils ont plus de prestige et moins d'argent, vous avez compris. Et d'ailleurs, ce Mr. Darcy, que tout le monde dit prétentieux, vaniteux, plein de fierté et plein d'orgueil d'ailleurs, comme le titre du roman, vous aurez compris, en fait, son meilleur ami, c'est quelqu'un qui fait pas du tout partie de la même classe sociale que lui, parce que Mr. Darcy, comme j'ai expliqué tout à l'heure, issu de la noblesse, très très riche, il possède toute la Champagne-Ardenne, je vous rappelle, et un Mr. Bingley qui est certes très riche, mais déjà à moitié moins riche, à peu près, et pas du tout faisant partie de la gentry. Ils sont meilleurs potes, ils passent la moitié de leur vie ensemble, ils se kiffent la vie. Bref, voilà. Pardon, je pars en couille. Et du coup, Mr. Darcy, c'est fou que... Et c'est là qu'on voit aussi les préjugés, orgueil et préjugés, vous avez compris, c'est dingue, de Elizabeth Bennet, et de tout le monde d'ailleurs, qui va considérer que Mr. Darcy est un gros snob, alors qu'ils ont devant leurs yeux un homme dont le meilleur ami est quelqu'un qui vient d'une classe sociale bien inférieure à la sienne,
et qui est plus désagréable et misanthrope que réellement snob en fait. Et donc ce manque d'orgueil, en tout cas le fait que Mr. Darcy ne soit pas quelqu'un de si orgueilleux que ça, si on sait, si on connaît tous les tenants et aboutissants des classes sociales de l'époque, si on sait lire entre les lignes, voilà, avec attention, orgueil et préjugés, on s'en rend compte très vite au final. C'est quelque chose qui est devant nos yeux dès le début. Mais nous, lecteurs modernes, on ne connaît pas tous ces trucs-là, la gentry, les commerciaux, le fait que s'ils ont gagné leurs sous avec le commerce, nanana, et ben on passe à côté de ça et ça nous tombe un peu dessus au moment de la première demande en mariage. Mais je pense que je suis pas sûre que les lecteurs à l'époque s'en rendaient beaucoup plus compte parce qu'on fait quand même beaucoup confiance au jugement et à la vision d'Elizabeth Bennet qui, elle, reste prostrée dans ses préjugés. Et au final, Jane Austen, dans tout ce roman d'orgueil et préjugés, nous présente comme parmi les meilleurs personnages, les plus généreux, les plus gentils, les plus drôles, les plus sympas, tout ce que vous voulez, les Gardiner, Mr. et Mrs. Gardiner, qui sont donc l'oncle et la tante de Elizabeth, et qu'on voit relativement peu, mais qui ont une grande importance quand même pour Elizabeth, parce que Mrs. Gardiner, c'est une personne un peu plus âgée qu'elle, c'est une espèce de figure maternelle, mais elle s'entend très bien avec elle, et elles échangent par lettres, etc., elles partent en vacances ensemble, voilà. Et les Gardiner, ce sont des gens très doux, très bien éduqués, donc on les voit pas beaucoup interagir avec d'autres gens, mais on s'en rend bien compte quand ils interagissent, quand ils sont invités à dîner à Pemberley, chez les Darcy, quand ils interagissent avec Mr. Darcy, quand ils interagissent aussi avec les Bennet. Enfin voilà, ils ont cette espèce de... Ce sont des gens très bien éduqués, très doux, généreux, et Jane Austen veut ici nous montrer un peu... retourner un peu tous ces concepts, mais qu'on peut encore retrouver assez souvent aujourd'hui, je trouve, de personnes, parce que des personnages ont des origines aristocratiques de la haute société, etc., vont être des meilleures personnes fondamentalement que des personnes plus pauvres, etc. Et Jane Austen, elle prend complètement le contre-pied de ça et elle nous montre que, en fait, tout ça on s'en fout, que la richesse ça veut rien dire, que la classe sociale ça veut rien dire. Et ce qui compte, après tout, c'est plutôt la qualité de la personne. Bon voilà, c'est une vision peut-être un peu bisounours d'orgueil et préjugés, mais moi c'est celle que j'ai. Et tout ce discours, il est quand même très moderne. Le fait que la valeur d'une personne ne vienne pas de son extraction sociale, c'est quand même assez loin de toute cette vision à l'époque, notamment la vision aristocratique et royaliste d'une société, c'est de considérer que parce qu'on vient d'une certaine classe, on mérite plus. Et Jane Austen, j'irai pas jusqu'à dire qu'elle est républicaine, oh là là, on n'est pas là. Mais on est quand même sur une personne qui argumente pour le fait que la valeur d'une personne n'a rien à voir avec l'extraction. Ça a à voir avec l'éducation, ça c'est sûr. Et j'en parlais déjà dans le premier épisode, l'importance aux yeux d'Austen pour l'éducation et ce que ça fait aux humains. Mais en fait, si tout le monde avait la même éducation, au final, tout le monde serait un peu égaux aux yeux d'Austen. En tout cas, à part les cons, mais bref, comme Miss Bingley par exemple. Bon, je ne voulais pas passer 30 minutes à décrire la classe sociale de tout le monde, mais c'est déjà raté, donc je vais quand même faire un petit encart pour dire l'influence de la classe sur d'autres personnages. Par exemple, on a Mr. Collins, qui est très très déférent envers Lady Catherine. Pourquoi ? Parce que elle est sa patronne et du coup, elle lui donne littéralement de l'argent pour vivre. En gros, quand on était propriétaire terrien, on pouvait aussi être propriétaire de ce qu'on appelle une cure. Et une cure, c'est où il y a le curé, c'est-à-dire une paroisse, quoi. Aujourd'hui, on appellerait ça. Sauf que la paroisse, tout le village, tout le coin va dépendre de cette paroisse. Et quand tu possèdes déjà toutes les terres du village, tu possèdes aussi la cure. Donc du coup, c'est toi... et en l'occurrence, là, c'était Lady Catherine qui avait décidé qui mettre en tant que curé. Et du coup, cette différence, voilà, le fait qu'elle a le droit de le virer si elle veut, ça explique cette différence. Et du coup, ça explique aussi l'attitude de Mr. Collins et pourquoi est-ce qu'il est comme ça avec Lady Catherine. C'est pas juste la meuf riche du coin, c'est aussi sa patronne, c'est aussi la meuf qui lui permet de vivre
Mais alors, en quoi est-ce que la classe des personnages, qui a donc influé sur leur personnalité, influe également sur le récit d'Orgueil et Préjugés? En quoi est-ce que ce qui se passe est fondamentalement lié à cette notion de classe sociale? Et on en revient à cette première phrase. Il y a 40 minutes, je vous avais promis qu'elle aurait une importance plus tard dans l'épisode, et on y est. La première phrase du roman: c'est une vérité universellement reconnue qu'un célibataire pourvu d'une belle fortune doit avoir envie de se marier. Pourquoi est-ce que ça a une importance sur tout le plot? Eh bien parce que ce célibataire pourvu d'une bonne fortune, on peut se dire que c'est Mr. Bingley. Je pense que c'est pas complètement absurde de supposer que c'est Mr. Bingley. Et on peut en effet supposer que Mr. Bingley veut s'extraire de sa classe, veut devenir un membre de la gentry. Et en fait, le fait que du coup, il veuille potentiellement se marier avec Jane Bennet, qui pour lui serait un bon mariage, même si elle est pauvre, il a assez d'argent pour tous les deux. Bon, accessoirement, il est amoureux, mais d'un point de vue sociétal, voilà, le fait qu'il se marie avec Jane Bennet lui permet d'entrer dans la gentry, parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, le fait de se marier est une des seules choses, voire la seule chose qui permet d'accéder à une classe sociale. Et Miss Bingley aimerait bien qu'il se marie plus tôt avec Georgiana Darcy, qui fait donc partie également de la gentry, mais quand même d'une autre catégorie de la gentry, on l'a vu plus tôt. Et tout ça, c'est ce qui crée tout le plot. C'est pour ça que Jane Bennet et Mr. Bingley se tournent autour, mais c'est aussi pour ça, parce qu'on suppose que Mr. Bingley voudra se marier, parce que Miss Bingley suppose que Mr. Bingley voudra se marier, mais elle préfère avec Georgiana Darcy, qu'elle va faire en sorte d'empêcher que Mr. Bingley se marie avec Jane Bennet, pour espérer qu'il se marie avec Georgiana. Et donc, le fait d'empêcher Jane et Mr. Bingley de se marier est aussi une explication pour pourquoi est-ce que Elizabeth refuse de se marier avec Mr. Darcy. On ne sait pas si simplement le fait qu'il est désagréable aurait suffi à la convaincre de ne pas se marier avec Mr. Darcy. Et tout ça, ça fait avancer le plot, ça fait en sorte que Mr. Darcy va se remettre en question, etc., etc. Tout ça, ça part de cette supposition de base qu'un homme célibataire pourvu d'une belle fortune doit avoir envie de se marier. Et c'est donc, comme j'en ai parlé tout au long de cet épisode, l'orgueil et les préjugés des différents personnages, de Elizabeth comme de Darcy, qui ont tous les deux d'ailleurs de l'orgueil et des préjugés pour différentes raisons, qui va aussi pousser leur mariage à être reporté plutôt qu'à ce qu'ils tombent immédiatement dans les bras de l'un de l'autre, mais sinon ça aurait pas été drôle si ça avait été le cas quand même, on est d'accord? Et au final, tout tourne autour de la classe sociale de Mr. Bingley. Et des classes sociales des différents personnages évidemment, mais la classe sociale de Mr. Bingley et donc de Miss Bingley définit une très grande partie du plot, en tout cas tout ce qui a à voir avec le mariage de Jane et de Mr. Bingley. Après il y a toute la partie avec Mr. Wickham qui là n'a pas grand chose à voir avec Mr. Bingley, mais c'est quand même une partie très importante de l'histoire qui est entièrement définie par les classes sociales. J'ai d'ailleurs choisi de ne pas parler de Mr. Wickham dans cet épisode, déjà parce que je l'aime pas, mais aussi parce que je voulais me concentrer sur les personnages entre guillemets principaux et que finalement Mr. Wickham, on le voit très très peu, et que sa classe sociale est quand même entourée de mystères et relève de toutes ces questions de qu'est-ce que c'est qu'un intendant, etc., etc., qui était peut-être un peu trop compliqué pour un épisode qui dure déjà 45 minutes. Bref, je n'ai pas trop de regrets, mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez aussi qu'on parle de Mr. Wickham dans un autre épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté ce deuxième épisode du Jane Austen. Vous avez peut-être remarqué, si vous avez écouté le premier épisode qui traitait de la question de savoir si Jane Austen était féministe ou pas. Si vous ne l'avez pas écouté, n'hésitez pas à aller checker. Mais cet épisode était beaucoup plus improvisé, j'ai beaucoup moins suivi un script assez propre et déjà écrit. J'espère que ce format vous a plu, néanmoins j'ai peut-être eu tendance à un peu plus me
perdre dans ce que je disais, n'hésitez pas à me dire si vous avez des retours par rapport à ça, si vous avez trouvé ça insupportable ou je ne sais quoi. Encore une fois, merci à vous toutes et tous d'avoir écouté. Merci de me suivre sur Instagram. Si ce n'est pas encore le cas, cherchez le Jane Austen podcast. Je mettrai ça dans la description. J'ai aussi eu des retours sur le fait que c'était disponible que sur Spotify, donc je vais mettre les 2 épisodes sur SoundCloud, qui est clairement la plateforme la plus facile sur laquelle mettre des épisodes de podcast, parce que sinon ça peut être payant, ou bien par exemple les mettre sur YouTube, ça implique que je fasse du montage vidéo et vous n'avez pas idée à quel point j'ai la flemme. Enfin bref, voilà, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode. On est à 46 minutes, à part si j'ai fait du montage, mais voilà, dans tous les cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent et qui me demandent toutes les semaines quand est-ce qu'il sort le 2e épisode. Bon voilà, ça fait 6 mois, mais j'ai eu mon Master 1, j'ai écrit un mémoire entier sur le Brexit, donc j'ai eu un peu d'autres choses à faire, mais ça fait très plaisir de enfin pouvoir vous offrir ce 2e épisode. N'hésitez pas sous les commentaires à m'envoyer des DM, etc. sur l'Instagram, me dire si vous avez envie que je parle d'un sujet ou d'un autre. Ça me fait toujours plaisir aussi d'avoir vos retours constructifs de préférence. Et voilà, je suis très contente d'avoir fait cet épisode. Orgueil et préjugés, c'est un de mes livres préférés de tous les temps, comme vous avez pu l'entendre. J'ai peut-être fait 2-3 erreurs, 2-3 approximations. Je m'en excuse s'il y a des experts ou des expertes qui nous écoutent. Et voilà, si vous avez quelconque remarque, envoyez-moi un message. Merci beaucoup d'avoir écouté. Ciao, à la prochaine, dans 6 mois au minimum.